Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocad. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelle est leur activité, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. On vient de sortir un livre blanc destiné au recrutement dans les cabinets d'avocats, donc si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.anomia.fr pour pouvoir le découvrir et pouvoir l'appliquer au sein de votre cabinet. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Antoine Maisonneuve. Maître Maisonneuve est avocat associé au sein du cabinet Maisonneuve à Paris. Il intervient en droit pénal et en droit pénal des affaires et dans ce podcast, il vous raconte comment il est devenu associé, comment il a développé sa clientèle, quelle est sa vision du droit pénal et du droit pénal des affaires et qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Je vous invite à écouter ce podcast, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous laisse découvrir ma conversation avec Antoine Maisonneuve. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Antoine Maisonneuve, je suis ravi que vous veniez aujourd'hui dans nos locaux situés au 89 rue au Mur. J'ai annulé beaucoup de fois et je suis désolé mais on arrive enfin à se voir. Donc je suis super content de recevoir. Bonjour Maître Maisonneuve. Bonjour, enchanté. Alors la question est toujours la même, j'espère que vous avez écouté les podcasts sinon vous allez galérer. Qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Avant de devenir avocat, j'aurais tendance à vous dire que j'étais déjà un étudiant, effectivement. Heureusement que j'ai écouté quelques-unes de podcasts pour anticiper. J'étais déjà étudiant. Et avant d'être étudiant, on va dire que j'avais été également un élève, un écolier même d'ailleurs, encore plus lointain. Avec quelque part, effectivement, un chemin qui m'a conduit aujourd'hui vers le droit et plus particulièrement vers le métier d'avocat. Très clair. Et du coup, pourquoi avocat ? Qu'est-ce qui vous séduit finalement quand vous entrez à la fac ? Pourquoi vous voulez faire ce métier ? En fait, ce qui déjà me séduisait, on entend assez souvent ça et c'est assez classique quand on était à la cour de récréation et qu'on avait envie de défendre les petits copains, on a entendu 50 fois, mais c'est vrai que vous avez quelque part aussi une vocation de la défense à un moment donné qui peut venir. Je veux dire aussi que je viens d'une famille d'avocats, mon père étant lui-même avocat, et peut-être j'ai pris le virus également en voyant à la maison quelques combats judiciaires menés que je trouvais beaux et un engagement qui était le sien et qui donnait envie. Donc j'ai pris le virus. Et puis je l'ai conservé, voire même je dirais qu'il s'est aggravé. Très clair. Donc finalement, vous allez à la fac de droit, vous passez le CRFPA et Exactement. là vous intégrez un cabinet. Quel cabinet vous choisissez et pourquoi ? Alors, avant d'intégrer le CRFPA, j'ai été amené effectivement à faire un master pour les affaires, j'avais un parcours assez classique. Et puis j'ai été amené également à faire un master 2 d'arbitrage et de commerce international. Faisant du pénal, vous voyez mal le rapport, j'imagine, mais ça a été particulièrement intéressant et je dois dire que j'en garde un excellent souvenir. Et de fil en aiguille, j'ai fait différentes expériences au sein de différents cabinets, différentes structures et j'ai rejoint avec début le cabinet qui est fondé par mon père, qui s'appelle le cabinet Maisonneuve, où j'ai commencé la collaboration. Et ça s'est tellement mal passé que j'y suis encore. Et alors, c'est pas difficile finalement de travailler avec son père ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une ombre en se disant finalement j'existerai jamais par moi-même, on va toujours me dire non mais c'est parce que t'es le fils d'eux, etc. Vous avez réussi à faire fi de ça et de dire moi finalement j'ai envie d'exercer dans ce cabinet-là, tout ce que les gens disent je m'en fous et tout se passera très bien. Oui, alors sur ce dernier point, je vous rejoins totalement, en tout cas dans le vocabulaire que vous avez utilisé. Sinon, c'est sûr que j'y serais pas rentré, j'y serais encore moins resté. Maintenant, effectivement, je dois dire que c'est un choix qui a été le mien au début. Ça a été particulièrement enrichissant à partir du moment où on a eu effectivement un rapport professionnel. M'a énormément appris en tant que collaborateur, j'apprends encore aujourd'hui bien évidemment à ses côtés en tant qu'associé. Je me suis dit que à force de travail, d'engagement,
Je pense que ça devrait marcher et tout content aujourd'hui en tout cas. Très clair. Et donc vous rentrez au sein du cabinet Maisonneuve en quelle année? En 2011. Très clair. Donc vous rentrez finalement en 2011 au sein de ce cabinet. C'est quoi vos tâches au quotidien quand vous arrivez au sein de ce cabinet? Vous êtes sur de la recherche, vous êtes sur du perfectionnement de technique, ça je l'entends, mais concrètement, tous les jours, c'est quoi? Au quotidien, ça a été déjà d'apprendre tout simplement le métier, en quelque sorte. Donc au quotidien, c'était bien évidemment préparer les audiences, apprendre à préparer les conclusions, à préparer également tout ce qui concernait les dossiers, on va dire, en perspective de l'audience, préparer les auditions et autres, pour la semaine. Et puis le week-end, comme tout un chacun faisant du pénal, la tournée des maisons d'arrêt, comme on dit, de préférence le samedi matin, avec potentiellement un samedi après-midi, si les maisons d'arrêt étaient plus éloignées les unes des autres. Ça m'a encore plus donné envie de continuer, aussi peu que ça puisse paraître, et ça m'a donné encore plus d'envie de travailler. Et comment vous bifurquez finalement d'un Master 2 en droit des affaires au pénal directement? Il n'y a pas d'étape entre les deux? En fait, si, il y a l'arbitrage, mais j'aurais tendance à vous dire que c'est pas ça qui va aider. Je dois dire que ça a été au début particulièrement intéressant de voir les affaires, le d'arbitrage, et puis de voir aussi un petit peu autre chose, tout de même, ce qui se passait, notamment dans d'autres matières, celle du pénal que j'avais pu voir enfant. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la peine d'essayer de chercher quelque chose qui finalement me séduisait moins que ce que j'avais pu voir au quotidien. Et puis, après tout, je verrais bien si moi-même, en tant qu'avocat, tel que je pouvais l'imaginer, c'était aussi plaisant que je pouvais avoir un souvenir en étant enfant. Et je dois dire que c'est encore 1000 fois mieux de le vivre. Très clair. Est-ce que vous commencez directement à aller chercher de la clientèle perso? Donc vous parlez des tournées finalement des maisons d'arrêt, mais est-ce que vous allez chercher très rapidement de la clientèle perso ou vous restez plutôt à travailler votre technique? J'ai tendance à vous dire les deux, mais j'essaie également de développer ma clientèle personnelle. Parce que, c'est aussi intéressant d'avoir également sa propre clientèle, pas uniquement se contenter effectivement de clientèle des autres. Et puis comme tout un chacun, avocat, profession indépendante par nature, on veut aussi avoir, quel que soit le cabinet, la structure, le lien qu'on peut avoir, progressivement sa propre clientèle. Et donc, essayer de développer effectivement la clientèle à ce niveau. Bien évidemment, c'est très compliqué, c'est difficile. Aussi, croire au bouche à oreille. Le premier dossier, en tout cas que j'ai eu à titre personnel, je me souviens, on me l'avait envoyé. C'était une consoeur qui, je raconte l'anecdote, mais qui m'avait envoyé. Je me souviens encore, m'avait appelé, je crois, le mercredi soir. Elle m'avait dit tiens, est-ce que ça te dit d'aller plaider demain matin un dossier sur les intérêts civils? Je t'envoie les conclusions. Oui, bien sûr, avec plaisir. J'étais très très content, j'étais même ravi. Le lendemain matin, je me retrouve en audience. C'était une affaire de braquage qui durait depuis des semaines. J'avais en face de moi, du côté des accusés, des avocats, on va dire, de renom. Je me suis retrouvé avec donc une plaidoirie sur les intérêts civils que j'ai un peu, je tendance à vous dire, improvisé. J'ai senti le traquenard, mais une fois que je suis rentré dans la salle d'audience, j'ai plaidé autant que j'ai pu. Mais ça a été assez enrichissant pour moi parce que en sortant d'audience, un des avocats des accusés s'est approché de moi et m'a dit quoi qu'il arrive, quel que soit le dossier, quelle que soit, on va dire, la manière dont vous l'avez pris et vous êtes amené après à aller à l'audience, vous devez vous battre jusqu'au bout. Et c'est pas parce qu'on vous a envoyé un dossier en catimini que le dossier fait 30 tomes, que pour autant vous ne devez pas abandonner ou vous cacher derrière le fait que ce dossier a été envoyé par une consoeur. Il faut vous battre jusqu'au bout. Et ça, je dois dire que ça a été une bonne leçon. Et c'était qui alors cet avocat? C'était Pierrick. Très clair. Ça a été une belle leçon. À double titre. Déjà, effectivement, que quel que soit le dossier, l'audience, la manière dont ça se passe, à partir du moment où on est en robe et qu'on rentre dans la salle d'audience, il faut se battre.
Et deuxièmement, il faut faire aussi attention au dossier qu'on vous envoie. Très clair. Donc ça finalement c'est votre baptême du feu entre gros guillemets sur la clientèle perso. Comment vous allez en chercher par la suite? Parce que vous n'avez pas été abreuvé par des consoeurs toute votre vie qui vont vous envoyer des dossiers de 30 tomes la veille pour le lendemain pour des parties civiles. Non, j'avoue que j'ai eu cette chance de ne pas être abreuvé uniquement de ce côté-là, heureusement. Après, on va dire qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Engagement, travail et disponibilité. Et puis surtout de disponibilité. Je pense que c'était un des éléments que j'ai pu noter qui peut-être avait favorisé le fait que le bouche à oreille marchait plutôt. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait de recette en particulier. Chacun, après, en fonction de sa personnalité, son vécu et la manière dont il peut aborder la profession, décide, on va dire, d'obtenir des clients de telle ou telle manière. Moi j'ai cette conviction que à force de travail et en montrant également qu'on a beaucoup d'engagement et qu'on est disponible, je ne vais pas dire tout le temps, parce qu'on a quand même une vie de famille et puis si on veut la garder un petit peu, il faut quand même, on va dire, ne pas avoir une disponibilité permanente et mettre le là permanente. En revanche, effectivement, de montrer que on tient à la disposition du client et surtout dans une matière, on va dire, comme le pénal où on nous appelle rarement pour exiger un rendez-vous pour dans un mois. En général, tout assez urgent et il faut faire assez vite et donc il faut se tenir disponible. Ça, je pense que c'est plutôt une valeur qui est appréciée, en tout cas de ce que je peux constater au niveau de la clientèle. Je partage. Mais le client, finalement, sait que vous êtes disponible à partir du moment où, entre guillemets, il vous a sollicité. Comment vous travaillez le fait, justement, d'être sollicité par les futurs clients qui vont arriver? Après, c'est toujours un débat, bien évidemment, qui vous intéresse, parce que j'ai aussi vu quelques-uns de vos webinars et de vos articles, et je comprends que, en tout cas moi, en tant que... Je peux toujours s'interroger de savoir pourquoi vous allez avoir, on va dire, tel ou tel client qui va venir vers vous. Est-ce que c'est parce que vous commencez à avoir une bonne réputation dans la matière? Est-ce que c'est parce que vous commencez, on va dire, vous faire connaître par certains domaines, certains secteurs? Vous savez, à un moment donné, par exemple, j'ai eu quelques clientes, notamment, par exemple, en maison d'arrêt chez les femmes, parce que j'avais quelques clientes, justement, et que j'allais souvent rendre visite ces clientes-là auprès de ces maisons d'arrêt-là, et effectivement, ils se sont dit, tiens, l'avocat, il vient souvent. Et puis après, je pense que c'est aussi quelques rencontres que vous pouvez faire. Et puis, de fil en aiguille, si vous occupez bien d'un dossier, que vous avez un résultat qui peut être satisfaisant, parce que loin est toujours le cas dans notre matière, à partir de ce moment-là, le client est susceptible d'en parler aux autres. Pareil pour les confrères d'ailleurs, je pense. Et du coup, vos clients, ils viennent d'où? Il y a des clients qui viennent de la prescription, ce qui doit beaucoup être votre cas, à mon avis, mais vous allez pouvoir nous en parler. Il y a des clients en droit pénal qui viennent de radio-prison, c'est ce que vous nous disiez entre les lignes quand vous parlez finalement des différentes femmes qui ont pu se refiler votre carte de visite pour vous choisir comme avocat. Qu'est-ce que vous avez développé finalement comme canaux d'acquisition de clientèle? On est en train de théoriser, mais de façon simple. Oui, après, la clientèle, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'elle est aussi très variée. C'est qu'elle ne se limite pas uniquement à un secteur aujourd'hui en particulier. Que ça peut être aussi bien des dirigeants d'entreprise, que des entreprises elles-mêmes, que des personnes, on va dire, qui, à titre personnel, ont peut-être effectivement une situation sociale qui est un peu plus précaire et qui ont un dossier à défendre, tout aussi important d'ailleurs que les premiers que je viens de citer. Et toutes ces personnes-là, en fait, se retrouvent quelque part dans le portefeuille de clientèle. Et il n'y a pas un secteur en particulier, un domaine en particulier, en toute franchise, vraiment, qui se développe plutôt qu'un autre. C'est peut-être un tort, certainement d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ce qui fait que... C'est ce qui vous plaît? Bah oui, en fait, ouais, c'est ce qui me plaît, mais c'est ce qui me plaît sincèrement, parce que j'aime particulièrement la succession de clients que je peux avoir dans la journée, qui ne se ressemblent pas les uns les autres, et qui fait qu'à chaque fois, pour chaque client rencontré, une histoire humaine bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a une compétence, peut-être une spécialité, une histoire, une vie qui est totalement différente et qui vous fait aussi avoir une ouverture en tant qu'avocat que je trouve importante.
À partir de quand vous commencez à tomber, entre guillemets, dans le droit pénal des affaires? On va dire, je commence à tomber. Plutôt vous relever dans le droit pénal des affaires. Déjà, sur le droit pénal des affaires, on va dire, sur début de ma carrière, parce que j'ai eu quelques dossiers déjà en droit pénal des affaires, j'ai trouvé assez vite intéressant. Donc, il n'y a pas vraiment un élément, un trigger event qui fait que je pourrais vous dire aujourd'hui, tiens, là, je me suis rendu compte que pénal des affaires, c'est ma passion. Je pense que tout ça, c'est fait dans la durée, bien évidemment, et on va dire qu'il m'intéresse beaucoup, de plus en plus, parce que je trouve en fait que c'est une matière qui est particulièrement intéressante, parce qu'au-delà de tous les aspects juridiques qu'on peut connaître, il y a aussi des aspects financiers, des aspects comptables. Il y a, on va dire, des volets qui sont différents du droit, mais qu'on doit intégrer pour réussir, on va dire, à être, je pense, compétent dans la matière, et surtout des stratégies judiciaires à établir et qui sont aussi assez intéressantes, parce que souvent vous avez plusieurs panels que vous devez essayer de maîtriser dans ce domaine-là. J'ai bien essayé. Et pour le coup, c'est ce qui fait que c'est encore une fois très enrichissant, parce que ça ne vous limite pas uniquement à un domaine spécifique avec, on va dire, une compétence qui se limite uniquement à un volet particulier. Donc cette ouverture-là, finalement, ressemble à la clientèle, dans le sens où elle est particulièrement ouverte. Et lorsque vous avez des dirigeants d'entreprise ou des personnes morales, donc des sociétés, que vous allez représenter en droit pénal des affaires, est-ce que ça leur pose problème que vous traitiez aussi du pénal entre guillemets sale, ou du pénal de mœurs, ou du pénal finalement de personnalité lambda? C'est toujours une question effectivement que je vois se poser aussi bien d'ailleurs dans certaines conférences que dans la presse, que parfois dans certains dîners d'ailleurs. Honnêtement, je n'ai jamais été confronté à ce problème-là, mais jamais. C'est-à-dire que j'ai pu avoir quand même quelques dossiers qui relevaient effectivement du pénal général, et mon client savait parfaitement son droit pénal des affaires, il n'a jamais considéré que c'était rédhibitoire pour s'intéresser, on va dire, à la matière. Mais j'aurais tendance à dire, et vice-versa. Le client aussi en pénal général peut considérer qu'il va plutôt s'intéresser au droit pénal des affaires ou aux dirigeants d'entreprise. Mais qui ne sont plus confrontés à ce cas-là, finalement, où il est apparu que de ce côté-là aussi c'était rédhibitoire. Non, au contraire. Mais c'est une question qu'on voit beaucoup dans les multiservices en droit des affaires, et c'est peut-être l'avantage que vous avez par rapport à ces cabinets-là. C'est qu'un cabinet comme par exemple, je prends Darrois, qui représente les intérêts de grands groupes du CAC 40 ou de grands groupes capitalistiques, le fait d'avoir une affaire pénale de mœurs pourrait éclabousser, entre guillemets, le département pénal pourrait éclabousser les départements M&A ou une forme de réputation. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, ce qui peut être un avantage concurrentiel extrêmement important. En tout cas, de leur côté, je n'ai pas le sentiment, mais après je me trompe peut-être, qu'ils se limitent à ce sujet. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, honnêtement, on n'a pas cet a priori. On n'a pas cette crainte en fait. On ne se dit pas que on peut. Enfin, je pense d'ailleurs même que le jour où on se dit qu'on ne peut pas prendre un client parce que potentiellement ça risque d'entacher la réputation du cabinet, on aura de quoi se remettre en question à ce moment-là. Ça veut dire qu'on aura mal tourné, j'aurais tendance bien à vous dire. Mais pour le coup, je pense qu'on doit au contraire se dire que la force aussi, quelque part, de notre cabinet, c'est d'avoir une clientèle qui accepte qu'on soit susceptible de défendre quelque cause que ce soit, dans quelque domaine que ce soit du droit pénal. Et j'aurais tendance à vous dire que c'est nos valeurs, nos engagements, et on y tient particulièrement. Quand je dis on y tient, c'est on y tient au niveau, je pense, des associés et 5 avocats collaborateurs qui composent le cabinet. Très clair. C'est quoi l'expérience ou le dossier qui vous a le plus marqué positivement par rapport à votre carrière ou par rapport à votre personne directement? Qui m'a plus marqué positivement c'est assez difficile d'en faire ressortir un en particulier. Honnêtement, il y a plusieurs dossiers qui me viendraient immédiatement.
tête. Les dossiers que j'ai en tête, c'est souvent quand vous avez eu des audiences qui étaient particulièrement dures, avec des clients qui vous sollicitaient énormément, voire parfois qu'on sentait effectivement peut-être douter à un moment donné, et qui finalement apparaissent satisfaits une fois que l'audience est passée. D'ailleurs, quel que soit le résultat. C'est ça qui peut être assez étonnant d'ailleurs. C'est pas forcément parce que vous avez un résultat positif, j'aurais tendance à vous dire, le client vous a engueulé pendant toute l'audience et à la fin, lorsque vous avez le résultat est positif, il vous remercie, c'est incroyable. Bon, ce qui a pu notamment, j'ai un exemple en tête, trouver assez agréable, c'est qu'on avait une audience qui était particulièrement difficile et le résultat n'était pas positif du tout. Mais d'avoir le client qui à la fin vous dit Maître, je vous remercie parce que j'ai été défendu, je veux dire que c'est une phrase qui marque, mais qui vous touche vraiment dans votre chair. Mais sincèrement. Et à ce moment-là, je dois dire que ça vous donne encore plus envie de continuer. Et inversement, du coup, un dossier ou un événement, une expérience qui vous est marqué de façon négative? Bah, le premier. C'est indubitablement la première expérience que je vous ai racontée tout à l'heure. Parce que en fait, dans le cadre de cette première expérience, il y avait un peu de tout. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais été envoyé au casse-pipe, j'ai très bien compris. Et puis de l'autre, il m'est arrivé, ce qu'il ne m'est jamais reproduit derrière, mais remarquez, pour ça a été une leçon, une impréparation. Et l'impréparation fait que lorsque le président pose une question et que je me retrouve effectivement dans ce premier cas incapable de pouvoir lui répondre parce qu'on m'avait envoyé le dossier la veille au soir, vous vous retrouvez dans une situation où vous regardez vos chaussures. Et lorsque vous portez la robe, vous avez vraiment le sentiment que vous n'avez pas assuré le travail. Vous pouvez dire après, parce qu'on vous avait envoyé effectivement la veille au soir pour le lendemain et vous ne pouviez pas savoir, oui, mais malgré tout, cette impréparation-là que je n'ai connue qu'à ce moment-là, je dois dire que je la garde en mémoire et je la garderai longtemps. Et surtout derrière avec Pierre-Eric qui vient vous voir en vous disant c'est pas parce qu'on a un dossier de 30 tomes la veille au soir que derrière on ne doit pas être capable de pas bien défendre son client. Exactement, de le défendre jusqu'au bout et de l'assurer jusqu'au bout et de se battre jusqu'au bout. Mais je pense que c'était pour le coup une bonne leçon et très enrichissant. Donc vous arrivez finalement dans le cabinet Maisonneuve en 2011. En quelle année vous devenez associé? 2015. 2015. 2015, devient associé et puis je suis toujours aujourd'hui avec, on a une autre associée qui s'appelle Bérénice de Varenne qui avait fait justement son parcours avant, notamment chez Jean Veil. Le hasard fait qu'on s'était connus là-bas en stage notamment par exemple avec Julien Sancier aussi, et on s'est retrouvés par la suite et elle a intégré le cabinet. Très clair. Et aujourd'hui, vous êtes combien au sein du cabinet? Aujourd'hui, au total? Ouais. Au total, on est une dizaine. Très clair. Et du coup, comment vous vous organisez au sein du cabinet? Quel est le rôle de chacun? Est-ce que les associés développent, les collaborateurs produisent? Comment ça se passe en termes d'organisation au quotidien? Au quotidien, au niveau du cabinet, on a déjà 3 associés et effectivement 5 collaborateurs. Les collaborateurs sont amenés à travailler sur les différents dossiers qu'on peut avoir et sont aussi bien évidemment libres de développer leur clientèle personnelle, ce que je trouve qui est très important. Ils font toutes les commissions. Je crois que tous les collaborateurs l'ont fait ou vont le faire en tout cas, et ils y tiennent. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que c'est comme ça aussi également que ça leur permet de, je pense, peut-être développer la clientèle et puis de les former dans le cadre de la procédure pénale, dans des procédures un peu d'urgence comme ça. Et donc après, chaque collaborateur est amené à travailler sur les différents dossiers du cabinet. Très clair. Vous avez fait la conférence et vous poussez vos collaborateurs à faire la conférence ou pas du tout? Alors non, moi je n'ai pas fait la conférence, mais les collaborateurs, bien évidemment, peuvent le faire. Au contraire, c'est, je pense, excellent. J'ai vu qu'il y avait mon ami Rémi Laurin qui était venu avant et qui a fait la conférence. Bien évidemment, c'est très très bien. Très clair. Aujourd'hui, ça fait donc que ça fait 6 ans, bientôt 7, que vous êtes associé au sein du cabinet. Est-ce que vous avez vu une évolution dans votre pratique depuis que vous êtes associé? L'évolution, après, elle se fait dans la pratique au quotidien. Oui, nécessairement, on est amené à, avec l'expérience peut-être, progressivement qui se fait plus tôt, travailler différemment.
on va dire aborder les audiences différemment. On mûrit toujours un peu plutôt dans ce cadre de cette préparation-là. Je garde toujours un peu comme principe travailler dans le doute et agir avec conviction. Je suis appliqué pour le début de ma carrière, je continue encore à me l'appliquer aujourd'hui. Et je pense que là-dessus, dans la manière d'aborder les audiences, dans la manière d'aborder les dossiers, on avance en particulier avec une équipe qui est composée au cabinet quand même d'avocats qui travaillent véritablement bien évidemment. Et je pense qu'au niveau aussi de l'évolution du métier, il y a aussi une évolution qui est inhérente à la matière, à la profession d'avocat, qui évolue. On est amené par exemple peut-être à être davantage sollicité en termes de conseils, ce qu'on n'était pas auparavant. Je l'ai remarqué surtout ces dernières années, où notamment en pénal des affaires, les entreprises sont de plus en plus amenées à être intéressées notamment par une activité de conseil au niveau de l'avocat. Et là aussi, ça fait une évolution donc, de la matière, de la discipline, et qui fait que nous-mêmes, bien évidemment, on s'adapte. Très clair. Et du coup, vous intervenez aussi en compliance ? On en fait également au niveau du cabinet de la compliance. Très clair. Et aujourd'hui, qui endosse au sein de votre cabinet, donc vous êtes 3 associés et 5 collaborateurs, qui endosse les fonctions un petit peu de direction entre guillemets du cabinet, celui qui va choisir par exemple les différents logiciels et qui va travailler sur les systèmes de rémunération ou les choses comme ça. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelqu'un qui est dédié ou pas du tout? Ou c'est plutôt vous êtes 3, vous arrangez en tapant dans la main et... C'est ce que j'allais vous dire. Enfin, on n'a pas à réunir un conseil d'administration de 300 personnes. Et donc, par conséquent, la décision collégiale peut se faire à tout moment. Nos bureaux étant joints, on n'a pas trop de difficultés à se retrouver. Après, bien évidemment, c'est une répartition des rôles qui se fait naturellement en fonction du sujet qui peut être abordé. Très clair. Et aujourd'hui, c'est quoi le type de dossier que vous préférez ? Il n'y a pas un dossier que je préfère honnêtement en particulier. C'est compliqué après de vous dire que, alors je sais qu'on va dire le dossier qui est le plus compliqué, le dossier qui est le plus difficile à gagner par exemple, c'est peut-être celui-là qui peut m'intéresser. Moi, il n'y en a pas un forcément où je vais me dire tiens celui-là il m'intéresse, vraiment celui-là ne m'intéresse pas du tout. Non franchement, peut-être que les dossiers aussi sont intéressants avec les clients. Et c'est vrai que peut-être que certains clients sont amenés derrière à se comporter de telle manière que le dossier peut-être évidemment pas perdre d'intérêt, mais vous allez, on va dire, avoir peut-être plus d'appréhension. Mais en revanche, non, il n'y a pas particulièrement un dossier que je préfère, où je ne rêve pas la nuit en me disant tiens, j'aimerais bien avoir ce dossier. Et une infraction particulière ? Je ne vais pas vous dire que j'aime une infraction particulière en tant qu'avocat. Non, mais en tout cas, de défendre sur une typologie d'infraction, que ce soit en pénal des AF ou en pénal général. Les deux. Les deux. Ok, très clair. Aujourd'hui, ça fait donc 7 ans que vous êtes associé, vous êtes au sein de ce cabinet depuis 2011. C'est quoi la suite pour vous et pour le cabinet? Ou en tout cas, ce que vous ambitionnez pour vous et pour le cabinet? Ce qu'on ambitionne aujourd'hui pour le cabinet, c'est tout simplement de continuer à se développer. On s'est développé notamment au niveau du nombre d'avocats qui composent le cabinet aujourd'hui, compte tenu du nombre de dossiers, de continuer à faire les matières, en l'occurrence, qui nous intéressent, en particulier sur effectivement le pénal des affaires, avec une partie de pénal général auquel on tient particulièrement. On fait un peu également de contentieux réglementaire parce que je pense que c'est important d'en faire lorsqu'on va faire du pénal des affaires. Et sur ces points-là, en tout cas, on continue à vouloir les développer demain le plus possible. Très clair. Imaginez que je sois chef d'entreprise, j'ai une PME de 200 salariés, je suis dans la chaudronnerie. Un jour, le procureur de la ville dans laquelle je me situe vient me chercher des noises pour un prétendu abus de bien social, très important. Je cherche un avocat qui pourrait me représenter, qui pourrait me ressembler. Je vous identifie, j'identifie Rémi Laurin et j'identifie Thomas Amico, que je vais voir tout à l'heure. Pourquoi je vous choisirais vous? Pourquoi je vous choisirais vous, pardon? C'est une bonne question. Dans ces cas-là, vous êtes en train de me faire passer un entretien d'embauche. Non.
Après, il faudra m'expliquer plus en détail votre dossier. Ça et marche. puis le cas Pas de échéant, souci. après, on sera en mesure d'en parler. Mais je ne pourrais que dire du bien, en tout cas, de mes autres confrères, comme Rémi Laurin aussi également. Très clair. Maître, je vous ai pris un petit peu de temps cet après-midi. Est-ce que vous avez un conseil de fin? Est-ce que vous avez un message à passer, que ce soit à vos clients, à vos collaborateurs, au marché, aux pénalistes? La minute blanche est à vous. La minute blanche est à moi. La minute blanche est à vous, exactement. C'est pas la carte blanche, c'est la minute de fin, c'est la minute blanche. D'accord. C'est assez joli comme formule. Non, je n'ai pas en soi de message en particulier à faire passer, si ce n'est que, encore une fois, je considère que dans mon domaine en particulier, je suis particulièrement heureux de faire ce que je fais, avec un engagement et un travail qu'on essaie d'avoir au quotidien au niveau du cabinet. Tiens à ce qu'il perdure dans le temps. Très clair. Maître, je vous remercie pour l'ensemble de ces informations et d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, que votre cabinet puisse continuer à se développer et que vous ayez toujours une diversité de dossiers qui fasse vous amuser dans cette profession. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.